français qui s'appelle François. Et donc, vous me posez une question sur la politique d'information sur la crise ukrainienne. Déjà, il y a deux éléments. Il y a la politique d'information de manière générale, et puis après, il y a l'élément de la crise ukrainienne. Comme vous le savez, en Europe, aujourd'hui, vous avez deux types de médias. On a ce qui s'appelle les médias dominants, les médias mainstream, ou qui sont des médias subventionnés, qui ont perdu un sens critique et ont tendance à soutenir les politiques gouvernementales, qu'elle soit la politique de l'Union européenne ou la politique des divers pays. Alors la soutenir, ça veut dire que quand il y a le gouvernement français qui prend une mesure pour une politique sanitaire, eh bien ils vont la soutenir, ou peut-être aussi une politique d'envoyer des armes en Ukraine, ils vont la soutenir en essayant de la justifier avec des moyens qui peuvent ne pas s'apparenter à du journalisme. Et après, de l'autre côté, vous avez des médias indépendants, c'est-à-dire qui ne sont pas subventionnés, qui sont vraiment indépendants, qui font un travail critique de journalistes en respect de la charte de Munich et qui vont poser les questions. C'est-à-dire, par exemple, est-ce que l'Union européenne est souveraine quand elle prend des décisions d'envoyer des armes? C'est-à-dire, est-ce qu'elle a cette autorité pour le faire? La réalité, c'est qu'elle n'a pas cette autorité. Et donc, on enlève de la souveraineté au peuple français au travers de ce mécanisme, puisque le Parlement français n'a pas décidé cela. Donc là, on a un vide juridique. Donc, je pense que c'est vraiment important que l'information, elle circule et qu'on ne se trompe pas. Ce n'est pas le peuple français qui prend une décision d'envoyer des armes en Ukraine. C'est l'Union européenne qui demande à la France, sans en avoir de mandat, de contribuer à un effort de défense. Alors déjà, il faut remettre les choses en perspective. Quand il y a eu la visite de Xi Jinping à Moscou, le président Poutine et Xi Jinping ont justement parlé, alors que tout le monde avait les yeux ailleurs, ils ont parlé d'un pacte, d'un accord de ne pas faire de guerre nucléaire et de ne pas utiliser ces armes. Donc quelque part, on pourrait se dire que deux grandes puissances mondiales se mettre d'accord sans que, bien sûr, l'Union européenne ou les États-Unis soient autour de la table. Donc, ça peut être un élément rassurant. Et je pense que quand on regarde la manière dont les BRICS sont organisés aujourd'hui, il y a un élément rassurant qu'il n'y a pas d'intention d'utilisation d'armes nucléaires. Alors, quand on est dans un conflit, une guerre des mots, on va dire, une guerre des paroles, eh bien, de temps en temps, c'est facile de montrer du doigt son adversaire. Alors, quand même, on peut aussi regarder qu'il y a eu l'attentat sur Nord Stream. Et que les gens ont posé la question de savoir qui était la partie qui avait saboté ce pipeline. Alors au début, on a pointé du doigt la Russie. Puis après, petit à petit, il y a Seymour Hersh qui a dit non, mais il y a des preuves que ce soit l'Ukraine soutenue par les services anglais, soutenue par les services allemands. Donc on voit bien que les formations commencent toujours par une forme de montrer du doigt, une forme de propagande, qui est une forme de contre-intelligence et d'une communication, et que en fonction de l'évolution de l'information et de l'évolution de ce qui va se passer sur les réseaux sociaux, sur les médias alternatifs, eh bien la vérité arrive. Donc, quand il s'agit, pour revenir au sujet de cette guerre nucléaire, on a vu en Ukraine plusieurs tentatives. La première des tentatives, c'était dès février ou mars 2022, il y avait les Ukrainiens qui avaient dit que il y avait des missiles qui étaient tombés sur la centrale nucléaire qui est à côté de Kiev. Alors, moi, j'avais interviewé un producteur de cinéma qui est aussi docteur en missiles balistiques qui s'appelle Igor Lopotanov, qui a fait Ukraine is on fire, et il m'a dit mais non, mais moi j'ai bien regardé avec des effets de cinéma, on peut faire énormément de fausses informations. Donc on voit bien que l'information, la vraie information est complexe. Moi j'aime bien regarder les grandes décisions internationales. Et c'est pour ça que j'ai commencé à parler de la discussion qu'il y avait eu entre Poutine et Xi Jinping, qui pour moi est un marqueur important. Le reste est une forme de propagande et de désinformation qu'il va y avoir dans tout conflit. Et puis, il y en a d'autres qui vont être plus réalistes. Mais ça, c'est de tout temps. On sait très bien que les Américains ont soutenu la guerre en Afghanistan, la guerre en Irak, jusqu'à un certain point. Et à un moment ou un autre, quand ils prennent des décisions de sortir de cette
de ce conflit, eh ben ils en sortent très vite. Donc ils changent d'avis, c'est-à-dire que les Anglo-Saxons sont capables de changer d'avis de manière très pragmatique. Nous en France, on a eu pour obtenir le soutien du peuple, on a dit d'abord, on a entendu les politiques donner des messages très forts du style Bruno Le Maire qui dit on va mettre l'économie russe à genoux, ce qui est complètement insensé. Enfin, je veux dire, c'est impensable qu'un ministre de l'économie et des finances puisse dire ce genre de choses et qu'on ne lui demande pas des comptes. Donc, on a vu des messages qui étaient, pour moi, insensés et même irresponsable. Qu'est-ce qu'on voit des mois plus tard? Eh bien que ça n'est pas le cas en fait. Donc on est bien obligé de se rendre compte que qui a souffert? Le peuple européen souffre bien sûr puisque on a un partenaire historique économique qui était la Russie avec le gaz russe. Les Allemands ont souffert, les Français ont souffert. Donc l'augmentation des prix de l'énergie, la diminution d'accès à certaines ressources fait que ça affaiblit notre population. Mais notre population était déjà affaiblie. L'Europe était déjà affaiblie depuis très longtemps. Elle était aussi affaiblie parce que les Américains étaient affaiblis. Donc la position des États-Unis dans le monde a été affaiblie. Alors il suffit de regarder le rôle qu'a joué la Chine, le fait que la Russie et la Chine ont accepté que le yuan soit utilisé comme monnaie des échanges internationaux, que l'Arabie saoudite a accepté que les contrats de pétrole soient libellés en d'autres devises que le dollar. Donc on voit bien que la supériorité, l'impérialisme américain est attaqué de toutes parts. Et cette position dominante, elle est attaquée et elle est affaiblie. Et donc, avoir une guerre est une position qui permet de reculer, on va dire, le moment où il y a une véritable baisse de standing. Donc, ça, c'est pour la position internationale. Pour la position française, je pense que la France a beaucoup perdu là-dedans. Les Français ont beaucoup perdu. Déjà, ça a divisé les Français. Alors, on a été déjà divisé au sortir de la pandémie, mais là, ça divise les Français sans qu'il y ait une forme de réalité, puisque dire qu'on prend le pacte de l'OTAN comme étant le seul pacte responsable, en oubliant complètement que la Russie de la Deuxième Guerre mondiale a fait front, et si on en est là aujourd'hui, c'est aussi grâce à la Russie, et ne pas l'inviter aux commémorations est quelque chose qui, pour moi, démontre qu'on a perdu un certain nombre de valeurs et un certain nombre de sentiments à l'égard de nos alliés historiques